Au cours de leur entretien, les chefs d'État serbes et congolais avaient levé l'option d'une coopération-échange d'expériences dans les domaines agroalimentaires. Pour rester pragmatique et réaliste, les deux parties ont dépêché ce samedi matin de délégations ministérielles dans la ville de Pechenki pour une visite exploratoire dans cette zone industrielle. L'industrie de viande Djordjevic est la principale agroalimentaire qui approvisionne l'Europe et une bonne partie de l'Asie. Les ministres de la Recherche scientifique, José Panda, et les chargés des missions du chef de l'État, Pacifique Kawacha, ont été édifiés par les prouesses serbes en matière de transformation des produits. Au moment où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entend diversifier l'économie en priorisant l'agriculture, l'expérience serbe est la bienvenue au Congo. Le président Félix Tshisekedi a l'intention de diversifier l'économie congolaise en le tournant désormais vers l'agriculture. Et à travers cette visite en Serbie, le président serbe a exprimé sa disponibilité et la volonté pour la Serbie d'accompagner la RDC et partager avec la RDC son expérience en matière agricole. Et ici, nous avons un exemple concret d'une chaîne qui va de la fourche à la fourchette pour tout ce qui est maïs, soja, blé. Et également pour ce qui est de l'élevage, on va de l'étable à la fourchette à nouveau. Et ici, nous venons de visiter toute une installation où on fait la production de A à Z. Et nous avons la possibilité, nous venons de l'apprendre, qu'il y a de ces chaînes qui apportent une réelle valeur ajoutée que malheureusement nous ne captons pas à ce jour dans nos pays, et il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à partager avec les nôtres. En tout cas, les Serbes nous ont répondu qu'ils étaient intéressés à venir accompagner la RDC dans cette transformation, et on espère que tout cela sera effectif pour le bénéfice du peuple congolais bientôt. Le chef d'État nous a demandé ce matin de venir les représenter ici pour venir visiter. Et là, c'est un programme du chef de l'État. Nous pensons que dans le cadre de la coopération, des partenariats entre les deux républiques, nous allons pouvoir, avec tout ce que nous avons comme potentialité en terre, en termes de terre arabe, tout ce qu'il faut, il faudrait qu'on puisse essayer d'amener cette technologie au niveau de notre pays. C'est ainsi que l'agriculture, l'industrialisation liée à l'élevage ont intéressé les deux chefs d'État. Et nous pensons que dans les jours à venir, les ministères de l'agriculture, les ministères de technologie, d'innovation technologique, qui est mon ministère, nous allons pouvoir mettre en pratique cette nouvelle technologie qu'on peut amener, pourquoi pas, dans les Ituri, Sud Kivu et Nord Kivu, qui sont potentiellement habitués à avoir des élevages aussi élevés. De leur côté, le Serbe voit en la République démocratique du Congo un débouché et un potentiel partenaire fiable. Alors, dans cette région-là, c'est plutôt l'agroalimentaire. Alors, il y a le porc, il y a aussi le maïs, le blé, il y a aussi beaucoup de fruits. Il y a des pommes et ainsi de suite. Et c'est une production variée d'agriculture. Alors, la Serbie est prête pour envoyer les représentants de 2 instituts agriculteurs pour faire des expérimentations, pour faire des tests sur le sol, pour faire la production de blé et aussi de maïs, et aussi de soja sur les niveaux réguliers européens. Plusieurs jeunes Congolais sont actuellement boursiers dans les Balkans et en Serbie. Avec le réchauffement des relations avec la République démocratique du Congo, leur nombre devrait doubler. Dans les murs de Sochi, la RDC a bien saisi l'opportunité lui offerte par le dernier sommet pour vendre les opportunités d'affaires disponibles sur son territoire. Au cours d'un atelier organisé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements, 6 panélistes, tous membres du gouvernement, ont exposé devant les hommes d'affaires russes et ceux congolais installés au pays de Poutine sur les opportunités dans le secteur de mines, de l'industrie, de l'agriculture, de la santé et de transport. Ils ont tous appelé les investisseurs russes à s'installer dans le pays. Au regard des allègements fiscaux et douaniers accordés aux investisseurs, les bruits de bottes doivent céder la place au développement, a argumenté Julien Paluku de l'industrie. De l'appui russe sollicité dans la transformation de minerais à l'appel à investissement dans le secteur agricole, de la santé et du transport par les différents ministres, le directeur général de l'ANAPI reste confiant quant à l'avenir. Qu'est-ce que nous avons dit aux investisseurs russes? Ils peuvent venir. Le cadre légal est là. Le potentiel est là. Nous avons donc dit aux différents investisseurs, allez vers les structures qui existent, posez les bonnes questions et
enregistrez-vous et procédez à la manière dont les procédures existent. Il y a encore des challenges, nous sommes conscients, les challenges en termes d'infrastructure, les challenges en termes de taux d'informatisation, les challenges en termes de taux de pénétration d'Internet, mais nous sommes conscients d'une chose, c'est que nous reconstruisons notre pays. Nous venons de gagner une place sur Doing Business, c'est encore petit, mais c'est déjà un des pas que nous sommes en train de faire et c'est ce que nous avons dit aux opérateurs économiques russes qui veulent bien venir en RDC. Patrice Kitebi, directeur général du Fonds pour la promotion des industries, a donné de précisions sur les nouveaux taux d'intérêt de 6% pour les entrepreneurs en général et 4% pour les femmes et jeunes entrepreneurs, actés sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Toutes ces réformes sont initiées dans le but d'attirer plus d'investisseurs et faire ainsi de la RDC une véritable terre d'investissement. La RDC, jadis grenier de l'Afrique centrale, est à la recherche de nouvelles opportunités pour relancer le secteur agricole. Le sommet Russie-Afrique est une occasion pour le ministre de l'Agriculture, Joseph-Antoine Kasonga, dans la suite de la délégation conduite au sommet par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de présenter le Grand Congo avec ses 80 millions d'hectares de terres arables aux investisseurs russes. Nous voulons les usines d'engrais, de pesticides, de production de semences, de production de montage ou de production de tracteurs. Nous avons besoin de silos. Nous avons un programme national que nous voulons couvrir tout notre territoire. Nous avons établi notre programme là où il y a nos compatriotes. Nous sommes un pays à 80% paysans. Nous voulons encadrer ces compatriotes dans toute l'agriculture. Avec tous les investisseurs qui voudront venir, nous leur donnons la garantie de les amener là où ils peuvent produire ce qu'ils veulent produire. Nos compatriotes vont produire, vous allez leur racheter les produits, vous allez les transformer et commercialiser comme vous. Nous avons mis les lois qu'il faut. Soyez sûrs, vous serez exonérés à 90%. Le discours cohérent du ministre de l'Agriculture a séduit le monde des affaires russes, attiré par des horizons meilleurs dans le secteur de l'agriculture. Compte rendu de la 7e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Il s'est tenu ce vendredi 25 octobre 2019 à l'immeuble du gouvernement de Kinshasa, Gombe, la 7e réunion ordinaire du Conseil des ministres sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le Premier ministre. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. De la communication de son Excellence Monsieur le Premier ministre. Le Premier ministre a débuté sa communication par le grave accident de circulation survenu à Mbanza-Ngungu dans la province du Congo central dans la nuit du 19 au 20 octobre 2019, au cours duquel 31 de nos compatriotes ont perdu la vie et 21 autres blessés qui ont par ailleurs été hospitalisés. Tout en déplorant ce drame, le Premier ministre a salué au nom du gouvernement la descente spontanée du président de la République sur le lieu de l'accident. Il a également confirmé la prise en charge médicale de rescapés et l'engagement du gouvernement d'assurer l'inhumation des personnes décédées. Après avoir pris connaissance des différents rapports circonstanciés lui communiqués par le ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale, le vice-ministre de l'Intérieur, ainsi que son collègue des Transports et Voies des Communications dépêchés sur place, le gouvernement a été convaincu que les causes principales de ce grave accident sont les suivantes. La surcharge du véhicule, la vétusté de l'engin, la défaillance technique du véhicule et l'ivresse au volant. Pour conclure, le Premier ministre a instruit le gouvernement de prendre les mesures nécessaires appropriées pour que de tels accidents ne se produisent plus. Le second point de communication du Premier ministre a porté sur le rappel des formalités à respecter en matière d'intérim de ministère, de missions officielles et d'introduction des textes à discuter en Conseil des ministres.
Le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jean-Téningo Bilambaka, vient d'effectuer une ronde dans la ville-province Kinshasa qui connaît de plus en plus de problèmes d'inondation. Et c'était pour se rendre compte des différentes causes des inondations dans la capitale. Il a commencé dans la commune de la Gombe à la rivière Ngongole-Teta, au rond-point Simat, qui aujourd'hui connaît des constructions de part et d'autre jusque sur les lits de la rivière. La rivière est devenue un entonnoir qui refoule toutes les eaux de pluie. Le gouverneur Jean-Téningo Bilambaka a ordonné la destruction immédiate de ces sites. Ensuite, le cortège de l'autorité urbaine s'est dirigé dans la commune de Limete à Pakadjouma 1 au quartier Funa. Là, les pluies ont entraîné un lessivage, l'apport des masses de terre et sable occupant tous les lits de la rivière. À Pakadjouma 2, sur la rivière Yolo, avenue Forgeron dans la commune de Limete, c'est un petit lac qui s'est créé, empêchant ainsi la bonne circulation des paisibles citoyens. Toujours dans la commune de Limete, sur 12e rue, les ponts situés sur la rivière Kalamou et de même accumulé des masses de terre. C'est les inondations en cas de pluie. Pour boucler la boucle, c'était sur l'avenue Kianza où les pluies entraînent de nouveau des déchets. Les caniveaux ouverts sont devenus des récepteurs des déchets par manque de plans d'évacuation qui nécessitent aujourd'hui une collecte de porte à porte en vue d'apporter une solution durable. Nous avons sillonné la ville. Nous avons constaté aussi du côté du centre-ville, il y a des constructions anarchiques qui ont été faites sur les collecteurs, sur les égouts, sur les caniveaux. Prendre des décisions qui vont s'imposer à tout le monde. Qu'il s'agisse des démolitions, qu'il s'agisse également des déviations des ouvrages, des drainages, les Congolais doivent s'assumer. Cela fait suite à une instruction du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba qui tient à un budget équilibré prenant en compte tous les secteurs de la vie nationale. C'est ainsi que quelques membres du gouvernement ont tour à tour échangé avec les vice-premiers ministres, ministre du budget Jean Baudouin Mayomambeke autour des questions budgétaires. Le cas du ministère de la décentralisation est plus illustratif avec la correction des déséquilibres dans la Caisse nationale de péréquation, expression même de la solidarité nationale. Cette expression de la solidarité nationale demande évidemment un budget de fonctionnement et de rémunération conséquent. Voilà pourquoi je suis venu le voir. Après la réunion du gouvernement d'hier où l'adoption du budget a été faite, il était question de parler des amendements parce que l'adoption a été faite avec amendements. À l'issue de nos échanges qui ont été effectués, mais pas facile, nous sommes arrivés à un montant qui permet de relever le budget de fonctionnement de la caisse. Bien avant, le vice-premier ministre, ministre du budget, a désamorcé ce qui s'apparentait à une bombe, la revendication des blouses blanches, du moins certains médecins qui ne perçoivent pas la prime de risque, revenus pour la 1e fois devant le bâtiment de l'immeuble intelligent du gouvernement de la République pour faire entendre leur voix. Revendication qui sera prise en compte après vérification, assurance du patron du budget qui est sorti sous la pluie. Pour rappel, au mois de juin de cette année, le gouvernement et les bons syndicats de médecins avaient enregistré près de 8000 unités bénéficiaires de la prime des risques. Et la vérification qui sera faite va s'inscrire dans le cadre de l'opération Zéro fictif. Travailler ensemble pour la sensibilisation des communautés des Sud Kivu pour une paix solide, tel a été l'objet de la visite de la représentante spéciale du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en RDC au ministre d'État, ministre de la décentralisation et réformes institutionnelles, Maître Azarias Roubero-Maniwa. Voulant célébrer l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies, le 25 octobre de chaque année, Leila Zerougui a annoncé au patron de la décentralisation les désirs de voir la RDC participer au débat mondial sur les Nations Unies qui va s'ouvrir dès octobre 2019 en novembre 2020. Donc c'est d'essayer de voir comment on peut ensemble travailler pour sensibiliser les populations, protéger ceux qui sont menacés, appeler à la stabilité, à la réconciliation, rappeler à chacun
l'importance de la paix, parce qu'on en a tous besoin. Nous fêtons aujourd'hui la journée des Nations Unies. La situation sécuritaire, très précaire au sud Kivu et précisément à Minembwe, dont l'activisme de groupes armés internes en association à ceux de l'étranger a donné lieu à des attaques ciblées de certaines communautés, d'où l'implication de la MONUSCO dans son mandat de la protection des civils. Pas de répit pour le patron de la décentralisation avec l'équipe des consultants de PNUD pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. L'entretien a tourné autour de l'effectivité de ces deux matières dans la mise en application effective de la décentralisation en République démocratique du Congo. Les consultants du PNUD se sont dit rassurés quant à ce après cet échange avec Maître Azaria Sorubero Maniwa dont la bonne gouvernance et les credos. Les services de l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique fonctionneront désormais dans les nouveaux bureaux. L'inauguration du bâtiment qui va abriter ce service a eu lieu ce samedi 26 octobre par le ministre d'État Willy Bakonga qui était accompagné du vice-ministre Didier Boudimbu. Avec l'inauguration de ces grands bâtiments, ce qui montre quand même la vision que l'inspecteur général a par rapport, n'est-ce pas, au système éducatif. Et il ne faudrait pas qu'il travaille dans des mauvaises conditions. C'est comme ça que monsieur l'inspecteur, avec la collaboration de Vodacom, a érigé quand même ces grands bâtiments. Et aujourd'hui, je suis un homme très heureux, un homme très comblé. Cette réalisation est venue couronner les efforts que l'inspecteur général Michel Diamba a fournis depuis plusieurs années durant à l'inspection générale. Ce qui lui a valu un certificat de mérite. Les conditions de travail ici étaient déplorables. Les gens travaillaient dans des conditions qui restaient à désirer. Les gens se moquaient de nous. Il y en a même qui doutaient de la qualité de notre travail. Aujourd'hui, grâce à ce bâtiment, les gens savent nous respecter et nous en sommes fiers. Avec cette réalisation, tous les services de l'inspection générale de l'EPST vont évoluer dans des conditions requises par l'UNESCO qui s'occupe. La grandeur réside aussi dans la tenue des promesses faites ou dans le respect de la parole donnée. L'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, fait partie de cette espèce en voie de disparition, espèce de ceux qui tiennent encore parole. Le cas du complexe scolaire Saint-Kizito, une école conventionnée catholique située au quartier Kingabo à Limete, est très illustratif. Et la reçue de l'honorable Jean-Marc Kabound, une centaine de bancs, c'était une promesse. Cet élu de Moamba est passé il y a quelques semaines dans cette école pour y constater l'effectivité de la gratuité voulue par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Surpeuplement, promiscuité dans les salles de classe, des conditions hygiéniques exécrables, une intervention urgente s'imposait alors. Partisan de cette gratuité qui a occasionné un flux scolaire qui dépasse la capacité des écoles, le premier vice-président de l'Assemblée nationale s'était engagé à accompagner les écoles de sa circonscription électorale, en l'occurrence le complexe scolaire Saint-Kizito, avec des tentes scolaires à construire, des installations hygiéniques à réhabiliter. Aujourd'hui, les faits sont là. Je vous avais promis que dans un bref délai, j'allais faire un don de bancs dans ces écoles parce que c'est un complexe scolaire. Mais voici revenir auprès de vous avec 100 bancs pour vous dire que le nouveau responsable politique, ce sont des gens honnêtes, des gens sincères qui font ce qu'ils promettent à la population. On dit seulement merci parce qu'il nous a fait les cadeaux des bancs. Que Dieu le bénisse. Le couple Jean-Marc Kabunda Kabound s'est déplacé pour la tenue de cette promesse sous une fine pluie pour le grand bonheur des bénéficiaires. Pour la première phase, l'on table sur près d'1 million d'enfants, plus particulièrement les élèves, dans la sensibilisation du dépistage de la drépanocytose. Un nombre qui va aller crescendo au fur et à mesure que les projets évoluent au sein des établissements scolaires. Deux parties se mettent donc d'accord pour porter ces projets sociaux, Bichan Project et Zentech Belgique, à travers un accord des partenariats d'une durée de 5 ans. Accord qui porte également sur la prise en charge des enfants atteints par cette maladie génétique. Ce partenariat nous permettra de dépister plusieurs personnes pour nous permettre à diminuer et sensibiliser la plupart des personnes qu'il faut. Nous visons 1 million de personnes
Okay, donc nous restons pour l'instant dans 1 million de personnes, d'enfants pour un début. Et puis nous allons faire ça pendant un certain temps chaque année. Et puis on voit comment ça va passer pour le premier lot et on verra comment ça donne en termes de résultats. Autre volet de ces projets, c'est l'engagement pris par les deux parties pour la mise en place d'un plan qui vise à organiser des conférences sur la sensibilisation d'autres maladies génétiques. Il faut nous rejoindre. Nous parlons d'autres institutions, des sociétés privées qui doivent absolument le faire. Nous parlons des célébrités, des stars de football. Donc aujourd'hui, c'est la participation de tout le monde et c'est un appel à la sensibilisation de chaque citoyen. L'appel est lancé aux autres partenaires à rejoindre les bateaux pour arriver un jour à bout de la drépanocytose. L'ambassadeur de la République de Tunisie accrédité à Kinshasa, Bouzeki Amli, a franchi le portillon du ministère des Hydrocarbures. Il a été reçu par Rubens Mikindo Mohima, ministre d'État des Hydrocarbures. Les diplomates tunisiens est venu annoncer au ministre d'État des Hydrocarbures l'arrivée au mois de novembre prochain à Kinshasa d'une trentaine d'hommes d'affaires tunisiens désireux d'investir en RDC dans plusieurs secteurs. Pour ce faire, il est prévu un forum d'affaires qui se tiendra du 15 au 16 novembre 2019 au Pullman Hotel à Kinshasa. L'accélération du projet tant attendu par la population de Goma qui consiste à l'extraction du gaz méthane dans le lac Kivu en vue de sa transformation en électricité par la société tunisienne EPPM a également été passée au peigne fin. Il y a quelques obstacles, ce n'est pas à cause de la société tunisienne, donc c'est des questions interne. Nous comptons donc commencer au moins, parce qu'il faut toujours commencer. Le ministre d'État des Hydrocarbures a promis de tout mettre en œuvre pour surmonter les obstacles juridiques et logistiques qui freinent la réalisation de ces projets qui va créer des emplois au bénéfice des populations de l'Est dans une perspective d'une coopération sud-sud basée sur le principe gagnant-gagnant. Dans le cadre de l'exécution des recommandations de la matinée politique de Lubumbashi et sur instruction du président national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, Joseph Kabila Kabange, le secrétaire permanent de ces partis s'est rendu samedi 26 octobre 2019 à Likasi. Après son accueil par le secrétaire exécutif urbain Dr Petoué et son comité, Emmanuel Ramazani Chadari a effectué une grande et longue procession à pied jusqu'au centre professionnel de la SNCC. Il a tenu un grand meeting devant des foules nombreuses ravies de les revoir en forme avec un moral très haut après les dernières élections. Dans son discours, après avoir restitué à la base les travaux de la matinée, il a demandé aux militants d'être fiers du PPRD. Nous sommes un grand parti politique, la première force politique du pays dans les assemblées délibérantes. Emmanuel Ramazani Chadari a remercié la population de Likasi pour les suffrages donnés au PPRD pendant les dernières élections, notamment l'élection de Jacques Yaboula Katoué comme député provincial et national, aujourd'hui gouverneur de la province du Haut-Katanga, a-t-il enchaîné, et de conclure avant de présenter sa délégation composée de Néhémie Mouilania Wilonja, Adolphe Lumanou Moulenda Boanansefou, Lucien Kassongo Mwadianvita, Jacques Kiaboula Katoué et d'autres hauts cadres du parti que le PPRD est un parti civilisé et non violent. Likasi est la deuxième étape de son itinérance après les territoires de Sakania le vendredi 25 octobre 2019. Comment consentir les efforts des fils et filles du Grand Kasaï pour soutenir les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Voilà les soucis de la SBL Grand Kasaï Fondation. Ses membres ont rencontré ce samedi 26 octobre 2019 à Kinshasa le député national Alphonse Ngoï Kassanji, fils du terroir, dans sa résidence de l'avenue Roi Baudouin à Gombe. Selon le président Klès Mouipoukatombe, il était question de parler le même langage pour l'intérêt de l'espace Grand Kasaï, quelles que soient les divergences politiques de chacun. J'avais pris l'engagement de rencontrer tous les fils et toutes les filles de cet espace, de pouvoir échanger avec eux, de leur présenter la vision dont nous avons de ce Grand Kasaï, ce que nous comptons faire et mobiliser
tous les notables de chez nous, tous les fils de l'espace, de pouvoir se mettre ensemble. Cette initiative a été appréciée à sa juste valeur par le député national Alphonse Louis Kiassange. Mes frères et sœurs sont venus me voir dans le cadre de notre communauté Grand Kasaï, afin que nous puissions parler le même langage concernant le développement de chez nous, les voies et moyens pour soutenir le président de la République dans sa mission de reconstruire le pays. Signalons que cette rencontre vient après celle effectuée par l'ONG Grand Kasaï Fondation auprès du haut représentant du chef de l'État Kitenge Yezu et du secrétaire général de l'UDPS ad intérim Augustin Kabouya.